Ben, merci pour cette présentation. Alors j'ai deux questions. Il y a très longtemps, le jet était allé dans les Hauts-de-Fagne en Belgique et on avait vu des structures circulaires qui nous avaient été plus ou moins vendues comme des pales fondues relictuelles de la période glaciaire. Donc, comment? Je ne me rappelle pas ce nom-là. Enfin bon, je pense que ça vaut peut-être le coup de comparer les mécanismes, mais c'est juste un souvenir. Hein. Après, dans les détails, les géologues ils vont répondre, enfin, ou les géomorphologues. Mais mon autre question hein, qui me concerne un peu plus, c'est au nord des tourbières à Pals, il y a des tourbières polygonales. Mais pas en Europe. Oui, tu as raison. Oui, non, les APAS, c'est au sud des tourbières à Pals. Des tourbières polygonales, donc en fait, c'est des pergélisols, mais qui ne forment pas des Pals. Et justement, est-ce que tu as, compte tenu que tu as bien expliqué la formation d'une palse, qu'est-ce qui fait que plus au nord, on n'a plus de palse, mais on a des polygones? Et c'est aussi des tourbières, hein, tout est tourbeux, mais en forme de polygone. Oui, mais en Europe, tu n'as que des tourbières à pales parce que tu n'as que du pergélisol discontinu. C'est pour ça que tu as des pales sur 3000 m², tu n'en as plus ailleurs. Le pergélisol discontinu. Pour trouver des tourbières d'abord à plateau palsique, donc là, au lieu d'avoir un micro-plateau, comme je vais montrer en photo, qui fait 3-4 000 m², ou pire 1 hectare, là tu auras un plateau palsique, des palses sur 20 km de large, 20 km de... Comment? Plateau palsique. Palsique. C'est... Oui, Payet et Rochefort disent plateau palsique, alors je dis plateau palsique, nos collègues québécois utilisent ce terme. Et puis alors, encore plus au nord, alors là, il faut aller carrément au nord du Labrador, voire jusqu'en terre de Baffin et à l'Esmer. Là, tu as des tourbières polygonales auxquelles tu fais référence. Ou alors en Sibérie, ils appellent ça des... j'ai bouffé le nom n'est pas le même. Mais là, effectivement, c'est du pergélisol continu. Là, tu n'es plus dans le même contexte climatique. En Europe, on n'a pas ce type-là. On n'a pas de région suffisamment froide. On n'a pas de pergélisol continu. Bon. Alors, je vais répondre en partie à ta question. Donc oui, pour les Ardennes, très vraisemblablement, ça fait référence à la fin du pergélisol dans le nord de l'Europe. Donc on est, allez, on va 17 000, 15 000 pp. Il y a de grandes chances, et c'est Pissard qui avait travaillé là-dessus, il y a de grandes chances que ce soit des pals. J'ai lu tout récemment que certaines tourbières de la région étaient vendues comme d'anciennes pals. Alors là, à voir, on en discutera sur le terrain. Ici. On en discutera sur le terrain. Alors en revanche, pour compléter ce qu'a dit Hervé, moi le secteur où j'ai travaillé, c'est effectivement le Nord-Québec. Hein, c'est le Nord-Québec, donc on est dans des plateaux palsiques et la hauteur des pals, c'est plusieurs dizaines de mètres de haut. Et je ne confonds pas avec les pingos. Les pingos, c'est beaucoup plus haut encore et c'est un cœur de glace. C'est une glace qui se constitue de manière différente. On appelle ça de la glace de ségrégation. C'est des lentilles de glace qui s'agrègent. Et donc, moi, les tranchées que j'ai pu faire à la main, enfin à la pelle, 10 mètres de long sur 4 mètres de haut, on avait le cœur de glace. Et ce pergélisol, donc je vais le faire court, ce pergélisol, on le mettait en évidence, ça remonte à une vingtaine d'années, on le mettait en évidence vraiment avec ces formations palsiques avec un pergélisol qui était mourant. Et ce que tu as bien souligné là sur les crêtes des pals qui s'en vont, c'est vrai qu'il n'y a plus de lichen, et une des choses qu'on soulignait à cause du démarrage par le vent, de la fissuration notamment par le vent, la tourbe qui est noire entraîne un peu plus, ça accumule de la chaleur et ça entraîne un peu plus la fonte. Mais moi j'avais du cœur glacé jusqu'à 20 cm. On n'est pas à la même latitude, c'est pas le même contexte climatique. Mais là c'était vraiment plus colossal que les petites pales, donc elles avaient une durée de vie qui était tout autre. Ceci dit, pour le Canada, Payet a fait un travail, ouais, avec Serge Payet. Payet a montré, à partir de documents des années 50, c'est 57 je crois, 84 et puis 2000 et des poussières, a montré, alors sur des surfaces considérables, c'est à l'échelle canadienne, qu'effectivement, ces tourbières à pales reculaient. Là, au Canada, c'est très clair, hein, parce qu'ils ont un état de référence des années 50. Donc c'est un pergélisol qui recule. Et le collègue canadien Zolta avait lui montré que toutes ces tourbières-là s'étaient développées
et les dates correspondent bien avec la Scandinavie. Il y a à peu près 3500 ans, on a eu une période de refroidissement à ce moment-là, quelque part au sud boréal, et ça avait généré le développement de ces palses. Et aujourd'hui, effectivement, il y a un retour de la tendance inverse, et ça, les palses... Ça augmente en fait avec des situations où les palses se remettent à croître, oui, alors que le pergélisol se déconstruit. Et puis pour répondre à Philippe, dans le secteur où on a travaillé avec Serge Payette et compagnie, on avait, donc tu avais les fonds de vallée qui étaient à palse et les plateaux étaient couverts de polygones de toundra. Donc c'est pas. Mais ça, c'est la péninsule d'Ungawa. C'est complètement là. Oui, oui, mais c'est pas les polygones de toundra d'un côté, c'est une question de formation superficielle. C'est l'épaisseur des formations superficielles, c'est leur qualité qui permet d'avoir de l'eau et qui permet d'avoir ou pas les polygones de toundra, que ce soit sur pente ou sur surface qui sont plates. Quand même, Virginie, tu vois le schéma de Payette et Rochefort dans leur bouquin, il y a un très beau schéma, que moi j'ai repris d'ailleurs, qui montre bien qu'il y a quand même un lien avec l'évolution du climat vers le nord. Oui, je te dis pas le contraire, mais c'est en fin de pergélisol, c'est quand le pergélisol. Et il faut mettre ça en relation avec le régime des précipitations qui change, qui se modifie. Voilà, donc à suivre. C'est juste que c'est un contexte légèrement différent parce qu'on n'est pas à la même latitude. Surtout, on a le Gulf Stream d'un côté, le courant du Labrador de l'autre, et le climat n'a strictement rien à voir. Moi, j'ai travaillé côté la fin, donc c'était. Bien, merci. Merci pour toutes ces communications. Et donc. Alors, bon, pardon. En guise de conclusion, je sais pas. Ce matin, Hervé Cubizard nous parlait de son inquiétude sur le manque de connaissances qu'on a des tourbières en France. Et alors effectivement, moi aussi je suis inquiet parce que donc ça fait 2 ans que je fais partie du jury, comme certains d'entre vous peut-être, pour les examens des BTS gestion et protection de la nature. Et donc, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, les étudiants sont mélangés à l'échelle de la France et donc on reçoit des étudiants de tous les établissements français, quoi. Enfin, d'un échantillon en tout cas. Et tous, sans exception, dès qu'on pose des questions sur les tourbières, c'est pour eux, c'est dans les conditions, il faut que ce soit un pH acide, et puis, pardon, voilà, et puis un climat froid. Il y en a même qui ont ajouté qu'il n'y avait pas de tourbière en dessous de 1000 mètres d'altitude. Donc, et ça vient des enseignants. Voilà, mais ça vient vraiment des enseignants parce qu'il y a plusieurs étudiants où on sentait que c'était les mêmes, c'était exactement les mêmes discours, c'était de l'apprentissage par cœur, ça se sentait. Donc je sais pas, donc il y a un rôle, pardon ? Voilà, mais je pense que, alors voilà, ils se basent sur des vieux manuels, j'en sais rien, mais je pense qu'il y a un rôle là des scientifiques de former les enseignants dans ces disciplines-là. Je rajouterai juste, après je laisse la parole, que les BTS GPN, pour moi, ça me paraît hyper important parce que c'est les gestionnaires des générations à venir. Et là, on est parti pour avoir des fausses idées pour un moment, quoi. Voilà, ça me paraît urgent de faire quelque chose. Le problème des étudiants, c'est que d'abord, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui fassent des cours sur les tourbières en France à l'université, d'abord. Deuxièmement, on a rediscuté après aussi. Parce que je pensais qu'il était chercheur en CNRS, mais il est doctorant en première année, donc il a... Oui, non mais d'accord, mais ce que je veux dire, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'enseignements là-dessus, et puis les étudiants ne lisent pas les ouvrages scientifiques, c'est pas qu'ils choisissent pas les bonnes références, c'est qu'ils ne lisent plus. Ils zappent sur les sites internet, et comme on retrouve... Et parce qu'ils retrouvent sur les ouvrages de vulgarisation, les prospectus... écoute, j'ai travaillé pour le Parc du Pilat, d'accord ? Tourbière de Gimel, il y en a qui la connaissent ici. J'ai travaillé 9 ans pour le service environnement à Catherine Bellal. Un jour, le service communication décide de faire un panneau d'accueil sur ce site qui est un site espace naturel sensible. J'arrive un matin, je vois cet immense panneau qui a dû coûter un sacré pognon, et on voyait la tour de Gimel, c'est un grand lac qui s'est comblé, etc. Alors, j'ai dit à Catherine Bellal, c'est pas la peine. Alors, il y a des copains qui m'ont dit, mais il y a eu un lac à Gimel. Non, c'est une tourbière, c'est de la paludification, il n'y a jamais eu de lac à Gimel. Dans toute notre région, il y a eu une tourbière limonogène, c'est tout. Donc toutes les tourbières se sont formées par le processus de paludification. Alors elle m'a dit, bah oui, mais on ne savait même pas, nous, service environnement,
que le service tourisme communication allait mettre un panneau. Donc ils sont allés acheter un bureau d'études, un panneau, un schéma qu'on retrouve partout. On le retrouve dans des bouquins des éditions Gallimard pour les enfants. En fait, ce sont les éditions anglaises qui ont la propriété de ce schéma. On le retrouve partout. Donc eux, les étudiants, ils vont aller chercher ça, parce qu'ils sont plus capables de lire. Un étudiant n'est pas capable de rester 4 heures à lire 200 pages, et toutes les 5 secondes, il va regarder son portable, et puis ça lui fait peur, donc 3 pages, il abandonne. Donc les étudiants ne lisent plus, ils ne lisent que des documents qu'ils trouvent sur Internet, dont ils ne sont pas capables d'apprécier la qualité, et donc ils zappent des trucs comme ça, puis ils répètent des conneries, c'est tout. Non, mais là c'est plus grave que ça. Ça vient pas des étudiants, ça vient des enseignants. J'insiste sur les enseignants, et je parle... Enfin, les mêmes sources. Alors, l'enseignement basique il va chercher sur moi, à mon avis, il y a un lien à faire. Vous êtes d'accord? Oui, enfin, sauf que nous, en géographie, il y a 20 ans qu'un étudiant n'a pas passé un concours d'enseignement collège-lycée. Il ne passe plus de concours. Donc il n'y a plus, pour la géographie en tout cas, il n'y a plus d'enseignement géographe, de profs de géographie. Ce sont, à part quelques anciens, ce sont soit des historiens, soit d'autres personnes qui n'ont quasiment pas fait de géographie. Donc si ce sont... Après, il y a les biologistes. Mais les biologistes, ils sont formés aujourd'hui, ils font de la génétique, etc. Nous, on a beaucoup de contacts avec des profs de collège qui nous disent tiens, on voudrait carotter des enfants de collège dans une tourbière, récupérer une carotte. Donc moi, je le fais volontiers. Hein. J'ai été instit dans mes premières années, donc moi, ça m'intéresse tout ça. On le fait avec des lycéens, des gamins de primaire, etc. Mais là, on parle d'une formation. C'est censé devenir des spécialistes. Mais qui les forme, ces gens-là, ces étudiants en BTS? Les enseignants. En BTS, tu veux dire? T'as dit de BTS? Mais là, à mon avis, il faut qu'il y ait une relation. Alors, je sais pas, il y a un rôle à faire. Il n'y a pas de littérature française. Il y a très peu de choses. Mais des liens à faire avec les familles rurales. Il y a beaucoup de choses sur le pôle qui est téléchargeable. Il y a des choses. Bon, il y a une qui l'a craqué. Oui, c'est intéressant ce que tu as dit. Il y a des gens qui enseignent le CVL dans les universités, moi par exemple, mais là on parle de BTS. Les BTS c'est que des bac plus 2, donc ça sera que des techniciens. C'est pas une raison pour raconter des conneries. Les chargés d'émission, ça va être des gens qui sont à bac plus 5. Et eux, s'ils ne savent pas ce que c'est qu'une tourbière, c'est quand même, ils font exprès, parce qu'il y a des milliers de documents, il y a le coupé affiché de la chose, c'est quand même facile de se le procurer. Elle est plus rééditée. Il y a plein de documents dans les trucs de Bourgogne, ouais, mais quand tu connais pas un sujet, que tu es sur Internet, c'est pas facile de trouver les bons documents. Et 90% de la documentation n'a pas de valeur. C'est pas simple pour les étudiants. Oui, mais par exemple, les incendies qu'il y a eu en Indonésie, où on a expliqué que c'était des tourbières de 25 mètres d'épaisseur qui cramaient. Au bout d'un moment, il faut se dire aussi, c'est comme les gens qui parlent de mauvaises herbes. Au bout d'un moment, soit tu les étranges, soit tu les laisses. Nuisible qui? Ça fait quand même longtemps maintenant que ces données existent et accessibles. Ah oui, mais bon. Et pas uniquement dans des publications scientifiques, dans des revues qu'on publie. Il y a des gens au gouvernement qui s'en savent plus. Hein. Alors, non, mais c'est d'accord. Les Hauts-de-France, oui. Il n'y a plus, c'est terminé, il n'y a plus un senti pour les associations naturalistes, c'est fini. Hein, ça a été un choix politique. Donc ça veut dire que plus personne ne va faire les inventaires, plus personne ne fait les relevés, etc. Donc cette transmission de savoir qui pouvait se faire de tout partout, auprès de différents publics, c'est mort. Eh ben, je vais dire les gens qui s'intéressent s'il vous plaît, excusez-moi de vous interrompre. C'est un observatoire d'espace naturel. Vous parlerez de ça. C'est un vaste sujet, tout à fait intéressant, mais qui n'entre pas tout à fait dans le cadre du collège.